Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, aux chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, un transmission rétro, donc un transmission consacrée à un seul film, une ressortie, la ressortie de Out of Sight, donc hors d'atteinte de Steven Soderbergh, sorti en 1998, qui vient de ressortir chez Rimini Éditions le 12 mai en Blu-ray avec des suppléments. Comme par exemple la première traduction en français du commentaire audio de Steven Soderbergh. Commentaire audio que Soderbergh justement partage avec Scott Frank, le scénariste du film. Merci Manu. Donc j'ai oublié en fait de présenter mes acolytes qui sont là, mais ils s'imposent par eux-mêmes. Manuel As, bonsoir. Salut les gars. Lucien Alphonse. Salut. Et Julien Rombaud. Salut tout le monde, salut. Alors, je disais donc qui vient de ressortir chez Rimini, avec une conversation entre les critiques Mathieu Macheret et Frédéric Mercier. Il y a aussi un making-of d'époque où intervient notamment l'auteur du roman original, Elmore Leonard, mais aussi 22 minutes de scènes coupées, notamment une version rallongée de la fameuse scène du coffre, une des scènes clés du film dans laquelle les deux protagonistes principaux vont se rencontrer et peut-être éventuellement tomber amoureux. L'histoire tourne autour du braqueur de banque Jack Foley, qui est interprété par George Clooney, et de la relation amoureuse qu'il va nouer avec Karen Sisko, une US Marshal, qui est interprétée, elle, par Jennifer Lopez. Il va brièvement la prendre en otage au cours d'une évasion, dans un coffre, donc vous l'aurez compris. Et le récit s'articule aussi autour de plusieurs groupes de truands attirés par un magot en pierre précieuse planqué dans l'immense demeure d'un escroc en col blanc. Alors, le casting est ultra impressionnant puisqu'on y retrouve notamment Ving Rhames, Michael Keaton, Don Cheadle, Nancy Allen, Albert Brooks, Catherine Keener ou encore Samuel L. Jackson dans une très courte apparition. Ça m'impressionne pas du tout. Alors, le scénario est donc, comme l'a dit Manu, signé Scott Frank d'après un bouquin d'Elmore Leonard. À l'origine, le projet est développé pour Barry Sonnenfeld qui sort du succès de Get Shorty, une autre adaptation du même auteur. Et qui est là aussi un film scénarisé par Scott Frank. C'est pour ça que Scott Frank va se retrouver au scénario d'Hors d'Atteinte, même si lui-même n'avait pas forcément envie de retourner aussi rapidement dans l'univers d'Elmore Leonard, d'autant plus avec les difficultés d'adaptation qu'il avait rencontrées avec Get Shorty. Et c'est un film, il le dit très clairement, c'est un film qu'il va accepter en tant que mercenaire pour le chèque, parce qu'à l'époque, il a 3 enfants et il a besoin de changer d'appartement, donc c'est vraiment un film de commande pour lui au départ, et de manière assumée amusante, ça va devenir un des films préférés de toute sa filmographie. Donc comme Manu vient de le souligner, le film est scénarisé par Scott Frank pour Barry Sonnenfeld, pour le réalisateur Barry Sonnenfeld à l'époque. Barry Sonnenfeld qu'on retrouve à la production aux côtés notamment de Danny DeVito. La photographie est d'Elliot Davis qui avait déjà travaillé avec Soderbergh sur King of the Hill en 93, mais je crois qu'il n'était pas chef-op à l'époque, il était juste cadreur. Et le montage est signé de Feu Anne Coates, qui, elle, a bossé avec David Lean, Sidney Lumet, John Milius ou même David Lynch. Et elle retravaillera avec Soderbergh 2 ans plus tard sur Erin Brockovich. Le film est très intéressant à remettre dans son contexte, parce qu'à l'époque, le ton Elmore Leonard est bien dans l'air du temps. En effet, Tarantino vient de sortir Jackie Brown, son adaptation de Punch Créole. Il y a eu le précité Get Shorty qui a eu un gros succès parce que Manu, je pense que tu disais que c'était plus une galère d'adaptation. Ah oui, non, c'est plus une galère d'adaptation de la part de Scott Frank, qui est un érudit de roman noir, qui avait eu beaucoup de difficultés à retraduire l'esprit de Léonard, la prose d'Elmore Leonard dans Get Shorty, et donc il estimait qu'il n'avait pas envie de réenchaîner tout de suite derrière sur une nouvelle adaptation. Parce que Get Shorty, c'était quand même un gros succès l'année où il est sorti, même si le film est assez oublié aujourd'hui, je trouve. Il a pourtant eu le droit à une suite 2 décennies plus tard, Be Cool, toujours avec Travolta, et cette fois-ci avec Uma Thurman, qui pour le coup évoluait dans le monde non plus du cinéma, mais dans le monde du rap. Elmore Leonard était aussi en grâce dans l'air du temps à ce moment-là, parce que aussi Paul Schrader adaptait à l'époque Elmore Leonard avec Touch en 97, soit la même année que Jackie Brown. Alors, c'est surtout un film clé, on veut dire, dans la carrière de Steven Soderbergh.
parce qu'en gros, Steven Soderbergh, depuis sa Palme d'Or, qu'il a eu en 89 pour son premier long métrage, donc Sexe, mensonge et vidéo. Qu'il a eu à 23 ans, c'est-à-dire 6 ans avant Xavier Dolan, qu'il n'a toujours pas. Et tant d'autres. Après ça, il a quand même fait quelques longs métrages, mais surtout produit dans le secteur du cinéma indépendant de l'époque, notamment Kafka en 91, et aussi des essais expérimentaux comme Schizopolis en 96. Et disons qu'il n'a pas encore vraiment trouvé un public. Il galère un peu plus chaque fois pour refaire un nouveau long métrage. Donc là, il est vraiment à un tournant. À l'époque, on ne l'attend pas du tout d'ailleurs aux commandes d'un tel film. Un véritable véhicule pour Georges Clooney qui, lui, vient de sortir. Enfin, il est sorti quelques années avant de Urgence. Il essaye de lancer sa carrière vraiment au cinéma et il s'est un tout petit peu patiné, on va dire, au début, avec quelques choix malheureux, notamment Batman et Robin, bien sûr, très très fameux Batman et Robin en 98. C'est intéressant ce que tu dis, Oli, là, en tissant des parallèles dans ses créations, enfin dans l'impact qu'aura ce film sur différentes carrières, sur différentes filmographies. Dans le sens où je pense que c'est un film qui a été assez initiatique et porteur pour la carrière de Clooney, dans le sens où c'est un personnage desquels il tirera pas mal d'autres personnages par la suite. Là où dans la carrière de Soderbergh, le film est un peu plus étrange parce que Soderbergh me semble être un cinéaste assez inégal et versatile, qui a vraiment un peu touché à tout, comme tu le disais plus tôt. Et peut-être au final que Out of Sight, c'est peut-être le film, je vais utiliser un mot qu'on utilise généralement de manière péjorative, mais ici ce ne sera pas à prendre comme tel, mais peut-être le plus générique, ou en tout cas le moins personnel de sa filmo, celui qui fait le plus commande et qui est néanmoins peut-être un de ses meilleurs. Là, c'est là que je vois la différence entre l'impact de ce film-là sur la carrière de Clooney et sur la carrière de Soderbergh. Ça va mettre en place déjà tout un système qui va lui permettre de tourner par la suite en s'appuyant sur déjà des acteurs qui vont devenir de plus en plus récurrents et des acteurs très bankable qui vont lui permettre de tourner au rythme où il tourne actuellement. Donc voilà, c'est vraiment un film où vraiment le studio va le chercher pour faire le film. Mais ça va être le début de sa rencontre avec Clooney, mais aussi avec tout un panel d'acteurs qu'on va retrouver de film en film. Et de collaborateurs. Moi, je trouve quand même, Lucien, qu'on trouve pas mal de choses qu'il expérimente, enfin, qu'il expérimente pas vraiment, parce que c'est quand même une continuité avec ce qu'il faisait avant, mais pas mal de choses qu'il tente dans Hors d'atteinte, qu'on va ensuite retrouver par la suite de manière souvent beaucoup moins subtile, comme par exemple dans Trafic. Mais si on anticipe, si on peut parler juste d'un choix qui est le choix de choix de photo qui permet, parce que le film est fragmenté, n'est pas raconté de manière linéaire, mais joue sur de multiples flashbacks au sein du récit. Et la manière qu'a Soderbergh pour arriver à te situer au-delà des panneaux introductifs, c'est de jouer sur soit des costumes, des teintes de couleurs, des teintes chaudes, des teintes froides qui va opposer, qui permettent de se situer là où on est à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est de ça que voulait parler Oli en parlant de Trafic, j'imagine. Voilà, mais justement, le problème de Trafic, c'est le premier film où il va signer lui-même la photographie, et pour le coup, c'est beaucoup moins subtil que n'est la photo d'Hors d'atteinte, à mon sens, où il y a un aspect vraiment très filtre dans Trafic, qui est pour un des trucs les plus indigestes à mon sens du film, qui est sa photo, qui est vraiment lourde de sens et peu poétique en fait. Tu parles de la photo, donc ça me fait tout de suite penser à quelque chose qui me semble intéressant, c'est que Oli a très bien parlé, a très bien mis dans le contexte, vous avez tous les deux très bien mis dans le contexte avec Get Shorty et Jackie Brown qui sortent un peu dans la même période, qui sont deux films... trois films d'ailleurs, qui sont des sortes de polars avec un humour très décontracté comme ça. Oli parlait en off d'un côté lounge pour Out of Sight, mais c'est assez vrai. Mais oui, là où je voulais en venir, c'est simplement que on va peut-être aussi parler plus tard de Keaton, qui reprend le même rôle que dans Jackie Brown. Mais par rapport à la photo, je trouve que les films sont assez intéressants parce qu'ils ont évidemment pas mal de points communs. Mais les films sont presque antinomiques dans leur traitement visuel, tout au moins, qui sont pour moi vraiment opposés. Le Soderbergh aurait plutôt quelque chose qui aurait attrait à un formalisme, exacerbé, là où le Tarantino s'inspirait beaucoup plus d'une esthétique plus plate, entre guillemets, plus télévisuelle, qui a nourri fortement le cinéma de Tarantino. Et c'est assez marrant de les opposer sur le pur point de vue
visuel, photographique, quoi, en termes de lumière, de cadrage, etc. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ces deux films-là sous cette optique-là. Là où je trouve le film de Tarantino très chaleureux et où j'ai une empathie super forte avec Pamela Grier, avec Jackie Brown et notamment d'autres personnages où je trouve tous les personnages extrêmement bien construits, extrêmement attachants, bon, à l'exception de Samuel Jackson, mais où je trouve les caractères vraiment extrêmement forts dans Jackie Brown. Je trouve, à contrario, dans Hors d'atteinte, où que les personnages sont beaucoup plus accessoires, beaucoup plus caractérisés de manière beaucoup plus grossière. Je parle pas du couple principal, mais même je trouve que j'ai du mal dans Hors d'atteinte, je pense que c'est aussi une question de montage, mais j'ai du mal dans Hors d'atteinte à vraiment croire à cette romance qui se lie entre les deux et à vraiment m'attacher, à vraiment être ému par cette romance. Mais c'est drôle parce qu'ils y font eux-mêmes. Il y a un rapport cinéphilique très fort dans Hors d'atteinte, puisque la première scène qui se passe dans le coffre, ils discutent de films et ils discutent notamment des 3 jours du Condor. Et J-Lo dit à Clooney qu'elle n'avait jamais acheté, quand elle voit le film, quand elle voit les 3 jours du Condor, elle n'achète jamais la romance qui se noue entre Robert Redford et Faye Dunaway, qui est aussi une romance d'otage de preneur d'otage à otage, on va dire, pour aller vite. La différence dans le film de Pollack, c'est que ça a lieu quasiment en une seule scène. C'est pour moi, entre guillemets, j'ai le même point de vue sur les 3 jours du Condor que J-Lo. Tu es un peu le J-Lo de cette émission. C'est amusant parce que j'ai toujours entendu Pollack parler notamment de cette scène-là qui, pour lui, synthétisait une grande partie du film, qui était cette idée de confiance entre les personnages et d'acheter cette confiance ou non. Mais moi, j'ai un vrai souci parce que je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Elle me paraît schématique. Elle est beaucoup plus torturée, beaucoup plus compliquée dans le roman de James Grady. Mais c'est amusant parce que cette scène-là, justement, du coffre où il discute et il fait cette référence cinéphilique qui brosse aussi ce que va être le film et ce qu'est le film vis-à-vis de ses personnages. C'est une scène justement qui a été entièrement retournée par la suite, parce que tu parlais justement qu'elle est disponible dans les bonus du film. Elle dure 5-6 minutes, elle est résumée quasiment à ce qui est l'équivalent du two-shot entre les deux personnages, donc le plan le plus large. Elle est tournée en plan séquence. Et un gros plan sur la main, sur la cuisse. Non, un seul plan. Dans le film final. Mais dans le film final, tu as des gros plans sur chacun des personnages, tu as un two-shot, tu as les plans d'extérieur de voiture avec le personnage de Ving Rhames qui est en train de conduire, tu as beaucoup plus d'éléments, la scène est beaucoup plus dilatée et elle a été aussi retravaillée à l'écriture en fonction de ce qui avait été donné, ce qui a été fait et joué par les acteurs au moment de cette première scène qui tout d'un coup apparaissait comme un peu aussi une rupture formelle au sein du film, une sorte de petit court-métrage ou en plan séquence dans ce coffre de voiture. C'est intéressant ce que vous dites. Excusez-moi, juste je voudrais revenir sur mon idée que je développais tout à l'heure, mais là où j'ai un souci, c'est vraiment un souci minime dans le film qui est au-delà de ça extrêmement agréable, extrêmement bien rythmé, extrêmement bien joué, très 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 charmant. Je trouve que j'ai un problème à acheter un peu justement cette relation entre les deux personnages. J'ai du mal à acheter le comportement de Clooney tout de suite derrière, en fait, cette scène du coffre qui va vraiment sentir qu'il a une relation à nouer avec Jennifer Lopez, une relation amoureuse. Et donc c'est un peu le même problème que Jennifer Lopez a vis-à-vis des 3 jours du Condor dans le film. Voilà, donc c'était juste cette petite parenthèse. Lucien, à toi. C'est en effet assez intéressant ce que vous dites, et j'aurais même tendance à dire que je partage assez ce que dit Oli sur ce film-ci et ce que dit Manu et J-Lo donc sur le film de Pollack, qui est néanmoins pour moi un très bon film. Mais ce qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours l'impression chez Léonard que les trames, que les récits, que le côté polar en fait est là pour habiller les persos, et en fait j'ai l'impression que les récits de Polar sont toujours que les récits de Léonard sont toujours construits autour de scènes de rencontres, autour de scènes d'échanges entre personnages. Et c'est assez paradoxal, c'est aussi ça qui fait la splendeur de cette scène dans le coffre, qui est une scène absolument formidable et qui est totalement transposable. Il y a un truc assez fascinant quand on voit cette scène-là, c'est qu'on se dit
si on mettait la télé dans l'autre sens ou l'écran dans l'autre sens et qu'ils étaient debout, verticaux, et qu'il y avait 1,50 m entre deux, bah, ce serait une super scène de rencontre dans un bar, quoi. Enfin, vraiment, il y a un truc... si on ferme les yeux, en fait, si on écoute juste le dialogue et les acteurs qui interprètent le truc, c'est une putain de scène de rencontre, quoi. Sauf que là, bah ouais, elle est dans un coffre. Le dialogue est brillant. Le dialogue est brillant, c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que c'est ça qui intéresse Léonard en premier, avant cette trame. Et c'est un peu paradoxal avec ce qu'on dit, parce qu'au final, dans le film, ce qui reste, c'est que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'achète pas dans cette relation-là. Mais il y a quelque chose que je retrouve souvent chez Léonard et dans les adaptations de Léonard. J'ai peut-être expliqué ça de manière... Parce que le Soderbergh est très, très référencé, on l'a dit beaucoup, dans cette fameuse scène, mais même dans sa manière, dans la construction de son récit, et même visuellement, dans des tics de mise en scène, je veux dire, si on peut appeler ça des tics. Mais oui, il y a en effet le côté... se référer à tous les grands du film noir et du polar à travers le flashback. On sait que Wilder a beaucoup fait ça, et brillamment, que c'est quelque chose qu'a repris De Palma par la suite. Énormément de tics de certains films noirs et voire néo-noirs des années 60-70, mais aussi le côté un peu embrouillé dans l'intrigue qu'on peut retrouver dans pas mal de films noirs, entre autres chez Huston et surtout chez Hawks, je pense. C'est peut-être quelque chose qui joue dans le fait qu'on n'achète pas tout dans le film d'un pur point de vue narratif, je veux dire. Je suis pas totalement d'accord vis-à-vis de ça au niveau de la structure du film. Il faut déjà savoir que c'est pas forcément une idée pure de Soderbergh. Ah oui, bien sûr. C'est déjà l'écriture, cette idée de flashback, bien sûr, récit ça en sent, flashback, elle est déjà développée par Scott Frank. En revanche, c'est Soderbergh qui est revenu sur une version du scénario où il y avait ces flashbacks, qui était la version du scénario qui lui plaisait, où ils sont passés par différentes formes de traitement du scénario, où à un moment on était revenu en mode linéaire, et il a tenu à repartir sur ça. Mais la scène de début du film, moi je trouve qu'elle fonctionne très bien, parce qu'elle amorce le cours du récit tout en servant vraiment assez brillamment à caractériser le personnage de Clooney, et on aura le payoff entre guillemets de ce qui s'est passé juste avant dans le tout dernier flashback du film, qui est le flashback qui va précéder la grande scène entre Jennifer Lopez et Clooney dans le restaurant, dont on parlera par la suite. Et deuxièmement, là où Olivier, je suis pas forcément d'accord aussi sur la vision, la manière dont tu opposes Jackie Brown et Hors d'atteinte, c'est qu'à mon sens, dans Hors d'atteinte, Soderbergh, il prend deux acteurs qui sont en train d'émerger, qui commencent déjà à monter, et il les iconise, il en fait des vraies figures de cinéma, de pur cinéma classique, glamour. Là où Tarantino, il va prendre des icônes du cinéma des années 70, de la Black Exploitation en grande partie, et il va les remettre à dimension humaine quasiment. Le personnage de Robert Foster et le personnage de Pam Grier. Et c'est le trajet est inverse, donc l'émotion ne peut pas être la même. Mais à mon sens, c'est les opposer sur quelque chose où ils ne réunissent pas. Le projet de film n'est pas du tout le même à cet endroit-là. Mais sur ce que tu dis là, Manu, c'est probablement assez vrai. Le fait que le Tarantino soit plus référencé à un cinéma qui est plus précis, entre guillemets, je veux dire, il y a une exactitude dans la référence chez Tarantino qui a moins chez Soderbergh, qui va plus qui va plus se référer à toute l'histoire du polar, du film noir à travers le cinéma, et même d'un point de vue littéraire, quoi. Là où Tarantino va vraiment se plonger dans un truc très spécifique, quoi. Enfin, beaucoup plus que chez Soderbergh. Oui, mais le projet de Jackie Brown, qui est un film quand même très très particulier dans la filmo de Tarantino, c'est justement, c'était son film le moins pop, entre guillemets, le moins tarantinesque, entre guillemets. C'est ce qu'on lui a reproché. Ça n'a pas été forcément, c'était plutôt un échec. Je sais pas si c'est réellement été un échec commercial complètement, mais en tout cas ça a été vécu comme un échec de la part de Tarantino, qui s'est beaucoup posé de questions avant de retourner derrière la caméra pour faire vraiment un film qui est du pur Tarantino, qui va être Kill Bill 1 et 2. Mais Julien, nous ne t'avons pas encore entendu. Je voulais savoir si tu voulais rebondir sur quelque chose. Oui, j'écoute, devant tant de références et de patrimoine, j'écoute. Après, c'est sûr que autant le film a l'air très référencé, autant moi j'en manque quelque peu, donc je laisse mes amis s'exprimer là-dessus. Et je vais m'installer encore dans le siège du néophyte ou du découvreur. Je ne découvre pas Soderbergh. J'ai vu beaucoup de films de Soderbergh, mais néanmoins, je m'exprime d'un point de vue plus spectateur, disons. Effectivement, ce film annonce quelque part la suite de la carrière de Soderbergh dans
ce que vont être les films de chez Hans Leven, les films de braquage, dans même Lucky Logan, dont on avait parlé ici, qui était beaucoup moins heureux et moins réussi, mais en effet, les thèmes sont toujours pareils. Et puis, dans ce qui est de cette ludicité, ce plaisir de faire du cinéma, je trouve que c'est un film qui pue le plaisir, qui pue l'envie de travailler entre amis, entre copains, entre copines, et de faire quelque chose dans cette bande dont Manu parlait, qui va s'étoffer, se développer, pour finir par être les meilleurs souvenirs de Matt Damon. C'est ce qu'il vient de dire à Cannes, en disant que c'était vraiment incroyable, ces tournages avec Soderbergh, qui n'aurait pas dû être payé pour ça tellement il s'amusait. Mais soit, ici, c'est vraiment le plaisir des personnages et le plaisir d'être un cinéma d'acteurs et d'actrices. Lucien, il le disait, en fait, effectivement, j'ai l'impression que tout concorde pour que les personnages puissent vivre des choses, se rencontrer, et que tous les événements du film, certes, existent très bien dans le scénario, mais en fait sont des moteurs pour que les émotions se partagent entre les personnages, pour que les rencontres se fassent, pour que les colères se fassent, pour que les disputes arrivent. Et là-dedans, bon, évidemment, surnagent Clooney et Giello, que je n'attendais pas, mais qui sont vraiment l'apanage du cool, avec vraiment un jeu toujours en sourire, en élégance, en nonchalance, qui est assez savoureux, qui fait plaisir à voir. Et avec Clooney, qu'on peut attendre là en voyant la fin de sa carrière, mais Giello, qui est beaucoup plus complète ici que ce à quoi on pourrait la réduire en parlant d'elle si on n'avait pas vu le film. Je trouve que c'est vraiment une très chouette découverte de voir Out of Sight aujourd'hui. C'est peut-être bien de resituer un truc, c'est-à-dire qu'à l'époque, Jennifer Lopez n'est pas vraiment encore connue sous le nom de J-Lo. Oui. Mais elle est... Je crois qu'elle vient à peine de signer son premier album. Hein. Je veux dire, elle commence chez Coppola. Bon, elle tournait dans ce grand film monstre, ce voyage au bout de l'enfer de Luis Loza, qui était à Anaconda 1 ou 2 ans auparavant. Mais c'est clairement un des films très notables de sa filmo, hors d'atteinte. Mais à l'époque, donc, elle est un peu à l'orée d'une carrière hollywoodienne. Elle a joué la même année dans U-Turn de Oliver Stone. Mais en fait, quand Hors d'atteinte, en effet, sort, elle vient d'enregistrer son premier album. Et c'est-à-dire que quelques mois après l'avoir découverte, extrêmement prometteuse, dans Hors d'atteinte, on va avoir le clip de If You Had My Love débouler sur les chaînes musicales, et c'est une toute autre Jennifer Lopez qu'on va découvrir et qui va fortement influer sur le reste de sa carrière, donc qui va quasiment prendre le dessus, parce que ses apparitions vont être beaucoup plus rares et avec des choix de carrière beaucoup moins intéressants. Ouais, mais elle est toujours, je suis d'accord pour dire qu'en effet ses choix de carrière seront moins intéressants après ça. Maintenant, je la trouve généralement assez constante, rarement vraiment dégueulasse en tant qu'actrice. C'est une bonne actrice, ouais, plutôt, mais c'est juste qu'elle a fait un choix de carrière on est sûr. qui est pas forcément celui que je préfère. Qui est plus musical que cinématographique, ça c'est une certitude. Mais je voudrais rebondir sur un truc que disait Julien, avec lequel je suis assez d'accord et qui en dit assez long sur le film. On va peut-être pas revenir sur toutes les idées de mise en scène qu'a Soderbergh pour magnifier ses personnages et ses acteurs, mais on sent que Soderbergh aime tous ses personnages, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça et qui prend vraiment plaisir à les filmer. Et je trouve même il y a des idées, par exemple celle qui est la plus marquante quand on découvre ou quand on redécouvre le film, c'est ces idées de figer les images à certains moments, des moments clés en général. Alors il y a le côté fatalement d'un pur point de vue factuel, ça arrête le temps, mais ça arrête le temps généralement sur des images d'Épinal de ce type de cinéma-là, je vais dire, mais ça appuie aussi l'impossibilité de cette romance qu'on veut avoir les deux personnages principaux. Et par là même, en fait, et ça, je trouve que c'est un truc assez malin, il va nous donner une longueur d'avance sur ces personnages, mais sans jamais, pour moi en tout cas, sans jamais nous éloigner de leur pérégrination sentimentale. Et en fait, toute la mise en scène du film joue un peu en permanence de ce côté, de cet état éphémère de liberté des personnages d'un point de vue romantique, et du personnage, en parlant de Clooney, d'un point de vue purement factuel. Oui, je suis entièrement d'accord, et effectivement j'avais noté une scène à propos de ça où effectivement c'est très savoureux d'avoir toujours un coup d'avance sur les protagonistes. Il nous met dans une situation
très, très chouette et très jouissive. Notamment, je parle de la scène de la réception. Où... Ça passe aussi par les flashbacks, hein, mais oui. Oui, ça passe par les flashbacks, mais même dans les scènes live, entre guillemets, en direct, où il y a une petite vieille qui monte dans l'ascenseur, que Clooney descend pour arriver dans le hall. Et nous, on sait exactement pourquoi l'ascenseur ne descend pas et pourquoi les policiers ne peuvent pas le prendre. Et c'est assez savoureux de jouir de ce genre de petits trucs, parce que Jennifer Lopez ne s'attend pas à voir Clooney, Clooney ne s'attend pas à voir Jennifer Lopez qui est à la réception, et tout ça fait que voilà, c'est le petit coup d'avance qui fait plaisir à voir. Ça met le doigt aussi, parce que tu parles de cette scène-là, ça met le doigt aussi sur le fait que le film est dans l'ensemble assez drôle, quoi, régulièrement drôle en tout cas. Ah oui. Ben, c'est aussi, justement, ça me pointe de quelque chose du doigt qui est le genre du film, qui est aussi, justement, on a parlé beaucoup de références au film noir, mais l'autre genre du film, c'est la comédie romantique, très clairement. Ouais. Et donc, il joue sur ces deux curseurs, d'où le côté quelquefois assez bouffon de beaucoup de personnages secondaires, y compris des personnages principaux. Principalement, pour le coup, Clooney, qui va justement être une de ses marques de fabrique et un de ses personnages de cinéma. Mais il y a des personnages vraiment très drôles. Je ne sais plus si c'est Bob Leblanc ou je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Ce gros mec tout en muscles qui est très drôle, jusque dans sa mort, qui est très drôle parce qu'elle est amorcée avant par une chute, par la deuxième chute, et puis la troisième lui est fatale. Et là aussi, c'est encore un coup d'avance qu'on a, nous, spectateurs. On sait qu'il va chuter dans l'escalier et on sait que ça va être très drôle. Enfin, c'est très drôle. Je trouve que là, on touche à ce que tu dis, Manu, au génie du casting de Soderbergh qui va toujours chercher les bonnes personnes aux bons endroits pour raconter en peu de choses, effectivement, les personnages. Et je trouve que les scènes entre Clooney et Don Cheadle, qu'on a en prison, puis qu'on a dans le hall de boxe, etc., sont toujours aussi savoureuses de confrontation et dans les dialogues qui sont ciselés. Enfin, tout fonctionne toujours très bien, c'est efficace, c'est drôle, c'est léger, et ça avance, c'est d'une fluidité terrible, quoi. Là où tu disais quelque chose aussi, Lucien, dans ta première intervention, je crois, c'est que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que George Clooney, donc on parlait de son côté, ici, Manu souligner son côté un peu bouffon, il va vraiment dans ce film-là incarner un peu l'image, c'est même l'image à la limite qui va cultiver ensuite, par la suite, même au niveau public, quoi. Il y a quelque chose le mec super charmeur, très attachant, assez drôle, tout en étant un poil loser, un tout petit peu. D'ailleurs, c'est un des conflits dans le film, c'est que il rate souvent. D'ailleurs, la première scène, il fait un beau ratage. Ça le rapproche un peu quelque part d'un personnage qu'on pourrait trouver chez les frères Cohen, même s'il n'a pas ce côté pathétique. Mais quelque part, c'est une espèce un peu un loser magnifique comme ça. Mais tu as envie de l'aimer très fort. Bah ouais, c'est aussi un personnage qui convoque Cary Grant, et le Cary Grant de Bring Me Up Baby, je sais plus, à l'impossible Monsieur Bébé en français. Bringing Up Baby, mais avec un côté un peu stoner, quoi. C'est ce décalage-là qui est marrant chez Clooney, c'est ce côté James Bond défoncé, quoi. Il y a un côté mais enfin, moi j'ai toujours vu comme ça, et c'est ça qui est savoureux chez cet acteur-là. Je trouve aussi que Soderbergh a aussi une forme d'intelligence, c'est que parfois, on en parlait en disant que c'était aussi une comédie romantique, c'est qu'il flirte, je trouve, avec le mauvais goût, parfois avec les limites du cheap et presque du porno chic, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ça t'as plus de références que nous, pour le coup. Tu parlais de références au début, chacun parle, on va te laisser la parole. Chacun parle dans son domaine, Manu. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux fois où on frôle quand même l'imagerie érotique, disons, plutôt que pornographique, mais à chaque fois il désamorce derrière avec une intelligence et un sens de la rupture. Il y a cette première fois dans la baignoire où on voit quand même 2-3 plans de quelque chose qui s'apparente à de l'érotisme, et ensuite c'est cassé. Après c'est vraiment une scène qui est un fantasme, quoi. Donc c'est vraiment justifié par... C'est ce que j'explique, c'est que comme c'est un rêve et comme c'est le fantasme et que tout est possible et que too much est possible, ça fonctionne parce que le cheap est cassé derrière. Et il y a quand même cette seconde fois, enfin je crois pas qu'on sera d'accord, mais la grande scène pivot de rencontre et d'acte entre Clooney et Jennifer Lopez, je la trouve quand même dans le montage. Je trouve qu'on frôle parfois le clip avec ce montage entre les corps qui s'entrelacent. Oui, pourquoi ? Je voulais juste résumer. Bon, il faut parler de cette scène-là, bien sûr. Donc,
En gros, cette scène, c'est donc J-Lo et George Clooney qui se rencontrent dans le lobby d'un hôtel. Et ensuite, leur conversation, donc leur dialogue, va faire place progressivement à des flash-forward de leur nuit d'amour à venir. Et en gros, leur nuit d'amour va être entrecoupée de leur dialogue amoureux. Propre dialogue, ouais. Voilà. Et ensuite, il y aura aussi également, lorsqu'ils vont commencer à accomplir l'acte physique, n'est-ce pas, charnel, il y aura aussi des arrêts sur image. C'est pour ça que cette scène est montée d'une manière extrêmement particulière. Ben oui, mais ce que je voulais dire à propos de cette scène, c'est que effectivement, avec ces flashbacks forward, avec les images de ce déshabillage qui s'entremêlent aux phrases de dialogue qui sont dites, etc., on est pour moi dans une imagerie, si pas érotique, un peu clipesque parfois, ou un peu... Mais elle est cassée pour moi aussi avec la rupture et Jennifer Lopez qui vient lui dire qu'en fait, c'est pas une partie de jambes en l'air. Et là aussi, on a tout le côté sirupeux qui se désamorce. Mais dans l'imagerie, je vais écouter Manu dire ce qu'il a à dire. Alors déjà, au-delà de l'adjectif clipesque qui, à mon sens, ne veut dire pas grand-chose, et c'est une séquence, pour le coup, qui est vraiment à l'initiative de Soderbergh, qui n'est pas dans le scénario qui se déroulait de manière linéaire, avec la conversation qui se tenait dans le restaurant, puis sur le chemin entre le restaurant et la chambre, et enfin dans la chambre. Et là, pour le coup, ben non, il réunit tout ce qu'il a mis en place au sein du film dans cette manière de raconter de manière morcelée cette histoire. Il le mêle et l'entremêle à un niveau charnel, intime, où pour le coup on est quasiment dans un portrait à la fois, quasiment c'est à la fois du cubisme et de l'impressionnisme dans la manière de dépeindre les sentiments des personnages. C'est une scène qu'il a volée, empruntée à Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, qui est la scène entre Julie Christie et Donald Sutherland, qui est quelque chose que Soderbergh assume pleinement. Et voilà, pour moi, c'est la grande scène du film et une des très belles idées de montage qu'il y a, et qui est pour le coup un montage qui est sensitif, qui est pas du tout un montage intellectuel. C'est vraiment, Manu... pour moi la scène, c'est la scène pour le coup là où Olivier avait une réserve sur le couple formé à l'écran par J-Lo et Clooney. Je trouve que c'est cette scène là qui te vend tout en fait. Et elle te vend tout par les outils du cinéma et non pas du clip, comme voudrait le croire notre cher ami Julien Rombaud, qui a dû rester trop collé devant MTV et des films érotiques visiblement, monsieur. Sensitif, je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à voir où tu vois du cubisme et de l'impressionnisme dans la scène. Mais moi, je voulais juste savoir... en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je trouve la scène de nouveau extrêmement bien dialoguée, jouée de manière extrêmement... attachante, on a envie que les personnages se rencontrent, on a envie qu'ils s'aiment, etc. Je trouve que tout est très, très soft, très doux dans tout ce qui est mis en scène. Mais à chaque fois que je vois cette scène, je vois l'effet. Donc je voulais savoir, toi, Manu, qu'est-ce que ça te provoque comme sentiment, en fait, ce montage ? Qu'est-ce que ça apporte comme sentiment à la scène pour toi ? Ce montage extrêmement particulier. Ce côté très doux et éphémère de cette romance qui à la fois reste un côté quasiment adolescent d'une romance, et qui est condamné à se terminer, et dont les deux parties sont conscientes, et sauf c'est une parenthèse, c'est la parenthèse du film, et justement je trouve dans la manière dont il va filmer des deux mains qui se rencontrent et qui se retrouvent dans deux temporalités différentes, la manière dont il entremêle cette séquence-là, c'est ça qui me fait acheter la relation entre Clooney et Jennifer Lopez, là où je ne l'achèterais pas autrement que comme deux personnages de pure fiction. Ouais, je trouve je suis d'accord avec ce que tu dis, en tout cas dans l'idée de Soderbergh, je crois que c'est ça effectivement. Je trouve qu'on l'a de façon beaucoup plus forte et plus touchante dans la dernière scène qui les réunit dans l'escalier, avec ce truc de revolver pointé, je vais pas en dire plus. Je trouve qu'on l'a de manière beaucoup plus touchante que dans Les mains qui se touchent, par exemple. Ouais, c'est parce que tu as un dénouement là, dans cette scène de l'escalier. Il y a un dénouement au niveau des personnages qui arrivent un peu au climax, au bout de leur trajectoire, quoi. Enfin, au bout de leur trajectoire à deux. C'est vrai que la scène d'amour, c'est une vraie parenthèse au sein du récit, parce que quelque part, le récit criminel s'arrête pour les deux personnages à ce moment-là. Et clairement, et en plus cette scène-là est introduite par une scène de reflet, donc on est clairement dans une dimension féerique avec cette neige qui tombe
à l'arrière-plan se mélange entre le restaurant avec ses teintes bleutées, la chambre d'hôtel avec ses teintes beaucoup plus chaudes, orangées, et ce jeu de contraste qui participe de ce choc entre les deux personnages et du travail à la fois de la musique qui vient le souligner, la proximité ou non. À des moments, il va placer des répliques qui sont jouées de manière très proche au niveau de la manière dont elles ont été captées par un micro avec des plans larges. Et tout ce jeu de contraste participe justement à peut-être l'érotisme dont tu parlais, mais de manière négative auparavant, mais justement cet aspect charnel entre les personnages qui pour le coup reste assez prude dans ce qui est montré à l'écran. C'est du très bon porno chic, quoi. J'ai prononcé ces mots, mais j'ai dit aussi que le génie ou l'intelligence de Soderbergh était, à mon sens, après de flirter avec ses limites pour ensuite nous re-immerger dans le film noir et dans l'action. Pour moi, cette scène-là, elle est presque paroxystique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais ça reste la même idée, et je rejoins assez Manu qui me rejoignait aussi d'une certaine manière. Donc voilà, On est les Gillo et les Georges Clooney de cette émission. Alors, je confirme à nos auditeurs qu'il n'y a absolument pas de Jello ici. Hein. Très bien, messieurs. Un autre point que vous aviez envie de soulever sur le film ? Non, mais je me disais, ce qui est dommage, c'est que j'étais très déçu en début d'émission que notre cher Olivier, qui nous agrémente régulièrement de quiz, n'en ait pas prévu cette fois-ci. Donc je vais peut-être me résoudre à vous proposer un petit quiz cinéphile autour d'Elmore Leonard et de Tarantino. Donc justement ce film-là qui réunit George Clooney et Jennifer Lopez a donné lieu par la suite à une série télévisée, Karen Sisco, qui était pour le coup non plus interprétée par Jennifer Lopez, mais par Carla Gugino, et dont le pilote est dans mon souvenir réalisé par une réalisatrice qu'on apprécie tout particulièrement ici. Catherine Bigelow. Je vous propose de deviner, voilà, Catherine Bigelow, très bien, tout de suite, on voit qu'on est dans les clous, et dont le père est non pas interprété par Denis Farina, mais par... Ed Harris. Allez, un petit indice... Un petit indice, ça tourne aussi avec une adaptation d'Elmore Leonard par Tarantino. Robert Forster. Voilà, très bien, merci Oli. Joli. Et merci Manu. En me renseignant sur cette émission, en faisant mes petits devoirs, je me suis rappelé l'existence de cette série. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Manu, cette série, que vaut-elle ? J'ai le souvenir d'une série, ça fait une quinzaine d'années que je ne l'ai pas revue, mais une série qui reposait principalement sur le charme de son casting principal, donc c'est à savoir Robert Foster, mais aussi, comme on l'a dit, Carla Gugino, et puis il y avait aussi, j'oublie son nom, le sergent noir dans Predator, pas Carl Weiser, mais qui joue aussi dans l'anglais de Soderbergh. Bill Duke. Bill Duke, voilà, c'est Bill Duke, réalisateur aussi de Deep Cover avec Laurence Fishburne et Jeff Goldblum, et aussi, ça c'est une autre histoire, de Sister Act 2. Très bien, merci pour cette belle sortie, Manuel. Donc, transmissionlepodcast.com, nous sommes également disponibles sur PodCloud, Mixcloud, iTunes, Apple, et en mini-disque, dans toutes les bonnes flaques. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir.